Donc oui, je vais vous présenter aujourd'hui l'approche biodiversité qu'on a fait avec le groupe Défi Grande Culture en Eure-et-Loire. Donc j'ai animé ce groupe Défi jusqu'en 2023. 23. Et donc maintenant c'est en effet Léa qui anime ce groupe, mais c'était plus juste que ce soit moi qui partage les actions puisque c'est moi qui les ai menées en 2019 et 2020 avec le groupe Défi. Donc, le groupe Défi Grande Culture d'Eure-et-Loire, c'est un groupe de 12 agriculteurs répartis sur l'ensemble du département d'Eure-et-Loire. On a la particularité en fait de se vouloir représentatif des exploitations, des types de sols présents sur le département. Voilà, on a des exploitations en agriculture biologique, en labour, en non-labour, avec irrigation, sans irrigation, etc., pour essayer euh, comme je le disais, d'être représentatif et donc de pouvoir diffuser le plus largement possible sur le département. Donc ce groupe existe, alors en fait en vrai depuis 2011, c'était un groupe qui était au départ financé par le conseil départemental d'Eure-et-Loire et qui travaillait sur l'agriculture intégrée, et on est passé en groupe défi en 2016, puis reconduit en 2021. Donc l'objectif est forcément de diffuser donc, des pratiques innovantes auprès des agriculteurs. Et la première thématique du groupe Défi, du projet collectif qui était initié en 2016-2021, c'était l'évaluation des leviers agronomiques pour l'amélioration de la durabilité des systèmes. Pour le traduire un petit peu, c'était d'étudier l'impact environnemental, social et économique des leviers agronomiques testés, avec un fort accent sur les cultures de printemps et notamment l'introduction de nouvelles cultures dans la rotation, mais pas que. On a aussi étudié des leviers comme le désherbage mécanique et une partie biodiversité que je vais vous détailler juste après. Donc sur la partie biodiversité, on avait dans notre comment dire, dans notre projet collectif, au moins de savoir faire de l'identification et de connaître les aménagements pour préserver les auxiliaires. Tout simplement parce que en ayant des exploitations très différentes, on avait un niveau de connaissance et d'implication dans la préservation de la biodiversité qui était très différente sur les exploitations. On avait des exploitations qui se trouvent en pleine Beauce et donc sans grands aménagements pour favoriser la biodiversité, d'autres en bordure de bois, de bosquets, etc., avec beaucoup d'aménagements naturels déjà présents, et d'autres qui avaient commencé une étape d'aménagement. Donc on voulait faire un programme qui puisse être suivi par tous et dans lequel ils puissent se sentir tous impliqués, quel que soit leur niveau d'avancement. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est une formation d'une journée sur l'observation de la biodiversité, où on leur a montré les différents protocoles existants. On était sur une exploitation, notamment près d'une bande fleurie. Voilà, on leur a montré les nichoirs abeilles, les cuvettes jaunes, les planches pour les insectes et les pots barbeurs. On a aussi fait des relevés de vers de terre, etc. On a montré un peu l'ensemble des protocoles pour initier à l'observation des auxiliaires. On a ensuite réuni le groupe pour faire un retour sur cette journée de formation et savoir ce qu'ils voulaient mettre en place. Le but était de les faire participer et donc que les agriculteurs mènent eux-mêmes les observations. Donc ils ont identifié trois protocoles qu'ils souhaitaient mettre en place. Donc il y avait les nichoirs à abeilles qui nécessitaient pas forcément, j'allais dire, de formation plus approfondie. Il fallait juste définir où est-ce qu'ils voulaient les mettre en place. Il y avait les pots barbeurs et puis les protocoles vers de terre. Du coup, pour qu'ils soient complètement autonomes, enfin, complètement, qui puissent au moins faire les protocoles. On a refait une petite demi-journée juste avant de lancer les observations, donc début du printemps. Une demi-journée sur savoir mettre en place les observations. Et donc là, on était vraiment plus strict sur ces trois protocoles pour leur montrer exactement les manips pour les mettre en place et comment faire leur relevé.
c'est là. Donc oui, ça c'était sur la première formation de l'université. Donc comme je vous disais, pollinisateur, auxiliaire de culture, fond du sol. On a regardé ça dans les bandes fleuries, les bordures de champs et le sol. Et du coup, on a fourni à chaque agriculteur, donc on a fourni un kit, en fait un petit kit complet, qui contient les pots barbeurs, les cuvettes jaunes, les nichoirs à abeilles, et du papier millimétré, puisqu'en fait le papier millimétré nous servait pour l'identification par la suite. On a demandé aux agriculteurs de mettre les pots barbeurs à 3 endroits différents, dans une parcelle de leur choix, en bordure de parcelle, à 10 mètres de la bordure et à 50 mètres de la bordure. Et on a mis deux périodes d'observation, une en avril et une en juin. Et on a donné un top départ, entre guillemets, pour qu'ils mettent en place leur pot barbeur et qu'ils les relèvent exactement aux mêmes dates pour comparer exactement les mêmes choses. Donc on faisait un top départ sur WhatsApp, j'ai peut-être même dû faire le deuxième par SMS, je crois. Et donc c'est là où interviennent les papiers millimétrés, c'est qu'une fois qu'ils ont relevé les pots barbeurs, ils les disposent sur les papiers millimétrés à leur nom, ils les mettent par espèce, les prennent en photo, et c'était ma collègue chargée de la biodiversité qui se chargeait de l'identification. S'ils avaient vraiment des petites bêtes bizarres, ils avaient également des petits flacons dans lesquels ils pouvaient les mettre en attendant de nous voir pour qu'elles puissent les identifier. Tac. Donc voilà, ça donnait ça, du plus rangé au moins bien rangé. Donc en effet, sur les photos à gauche, voilà, c'est extrêmement bien rangé, ce qui facilite l'identification avec le papier millimétré notamment par ma collègue. Quand c'est en tas à droite, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est le jeu, mais voilà. Donc ils ont fait ça à chaque relevé. Donc vous voyez alors ça se voit peut-être pas très bien sur les photos, mais en gros le papier millimétré a été étiqueté avec pot, bordure, pot 10 mètres, pot 50 mètres, avec le nom de l'agriculteur, etc. Et les bordures, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, c'était très hétérogène. Et donc du coup, sur les relevés identifiés, donc en rouge, ce sont à chaque fois les bordures de parcelles, en bleu à 10 mètres et en vert à 50 mètres. Alors, le résultat le plus à droite ici, c'est près d'une bande fleurie. Voilà, je spoil tout de suite la suite. En fait, c'est près d'une bande fleurie et les autres sont assez classiques. Celle-ci, une bigot là, c'est dans un précédent luzerne. Et attends, j'en ai une normalement. Voilà, ça, bizarrement, Franchet, c'est près d'une bande enherbée. Donc bizarrement, on n'avait pas un gros relevé. Et c'est assez disparate, c'est-à-dire que là où il y a la bande fleurie, on arrive donc, sur certains pots à plus de 148 individus, et pour certains, là les plus faibles, on est à 3 individus dans le pot. Voilà. Donc ce qui a été relevé sur ce relevé d'avril, on a eu donc en bleu quand même beaucoup de carabes, en gris des araignées, des diptères en vert, des myriapodes en marron, on en a là, près de la bande enherbée, des staphylins, des opilions, alors les hyménoptères c'est ici, voilà, des grillons, et après NI, donc non identifiés, vous voyez, il y en a quand même qu'on n'a pas réussi à identifier sur photo, et du coup ça veut dire que les agris les ont pas forcément gardés par la suite, et donc ma collègue ne savait pas forcément de quelle espèce il s'agissait. Sur le deuxième relevé, alors déjà vous pouvez voir que sur le deuxième relevé on a eu un petit biais, c'est que tout le monde ne l'a pas fait. Ça a été plus compliqué. Fin juin, on est arrivé un petit peu tard, donc voilà, certains ont oublié.
Certains ont posé les pots et les ont jamais relevés. Enfin, j'espère qu'aujourd'hui ils les ont relevés, mais ils ont bien fait le top départ, mais ils n'ont pas fait le relevé. La moisson était trop proche, je pense. On retrouve à peu près les mêmes choses. Donc, des carabes, des araignées, des opilions, des staphylins, des diptères, autres coléoptères, des myriapodes, et toujours on a un petit peu de non identifiés. On avait comment dire, je vais y arriver, un peu moins, pardon, de carabes, mais on n'a pas la parcelle avec la bande fleurie dans le relevé du mois de juin. Et du coup, ma collègue a regardé donc, le nombre de carabes. Elle a fait un focus sur le nombre de carabes par distance et par agriculteur en fonction de la distance par rapport à la bordure. Donc sans surprise, là où il y a la bande fleurie, on a le plus de carabes. Avec surprise, là où il y a la bande enherbée, on n'en a pas tant que ça. Et je vais vous redonner le nom. On avait surtout du Metallina lampros, si je le dis à peu près bien, euh, qui, euh, qui est une toute petite espèce de carabe. Ce qui est intéressant, c'est le précédent quand même. Alors même s'il y en a moins que dans la bande fleurie, le précédent luzerne reste quand même assez intéressant. Et ici, ah oui, je ne l'ai pas précisé, l'écuyer, c'est un système en agriculture biologique, ainsi que OG. Ce sont les deux systèmes en agriculture biologique, mais qui ne sont pas du tout sur le même secteur. Sur la parcelle de l'écuyer, on a beaucoup d'aménagements, enfin on est plutôt secteur perche, et donc on a beaucoup d'aménagements naturels qui existent, alors que au G, on est dans le Thymerais, sur le Loire, et donc on avait moins d'aménagements à proximité de la parcelle, naturels ou pas. Les suites de ce projet-là, en fait, ça a été que certains, alors en fonction de leur niveau d'implication, certains ont mis en place des aménagements parcellaires pour favoriser la biodiversité. D'autres n'ont pas forcément changé leur système, mais grâce à l'identification d'auxiliaires, ils ont été beaucoup plus attentifs. C'est-à-dire que par la reconnaissance, on fait déjà un bon travail, entre guillemets, euh, de vulgarisation, et donc ils y prêtent beaucoup plus attention. L'évolution la plus marquante, c'est donc une ferme du réseau qui, suite à ça, a mis en place plusieurs bandes fleuries, a redécoupé son parcellaire, puisqu'en fait, on était sur un parcellaire de 223 hectares en 5 parcelles, et qui a donc choisi de redécouper ses parcelles, avec au départ un choix avec des bandes enherbées, puis des bandes fleuries, pour une plus-value plus intéressante. Et ce redécoupage de parcelles, en fait, c'est accompagné d'une nouvelle rotation qui se fait sur plus de 10 ans, alors qu'en 5 parcelles, on était un petit peu plus limité, et pour l'alternance du labour-non-labour, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est-à-dire que l'implantation de bandes mellifères, l'augmentation des couverts et la rotation, le redécoupage des parcelles, tout ça va ensemble. Et dire l'un ne va pas sans l'autre. Sur les bandes mellifères multi-espèces, l'agriculteur a noté qu'il avait une meilleure gestion des graminées que dans les bandes enherbées, un meilleur effet, enfin plus d'effet sur la faune, avec un maintien d'une population de pollinisateurs. Il a aussi, alors parce qu'il est en bordure de village, un effet très positif auprès du public, c'est-à-dire que c'est un espace aussi de discussion pour les promeneurs quand on est en bordure de chemin et en sortie de village. C'est vraiment une plus-value pour l'agriculteur d'avoir ces bandes fleuries qui amènent de la discussion et des questions. Et puis, il a un apiculteur qui a installé des ruches sur ces bandes mellifères, ce qui, j'allais dire, satisfait aussi l'agriculteur puisqu'il est en production de porte-graines. Donc, l'effet des pollinisateurs est plutôt intéressant. Donc, tout le monde y gagne, entre guillemets, dans ce changement de système et l'introduction de ces bandes fleuries, puisque là, on est sur 8 à 10 ruches à l'année sur l'exploitation. Et donc, les bandes fleuries permettent, mais ça, je pense que vous allez y revenir, une floraison tout au long de la campagne, et donc il n'y a pas d'arrêt entre
après la floraison du colza. Et donc, il n'y a pas d'arrêt de production de miel, ce qui est tout bénef, on va dire, pour tout le monde. Voilà pour ce qui a été mis en place avec le réseau défi d'Eure-et-Loir. Merci Aude. Est-ce que il y aurait des questions, des remarques par rapport à la présentation? Moi, j'en aurais peut-être une pour commencer par rapport aux aménagements et au travail qui a été engagé sur le volet biodiversité. Suite au renouvellement ou dans la suite, il y a encore, via le groupe ou autrement, des suivis qui ont été maintenus sur les exploitations pour évaluer l'effet plusieurs années après de la démarche Alors en fait, il se trouve que au réengagement, parce qu'en fait, donc la biodiversité n'était pas l'axe de travail principal, enfin ça faisait partie de l'axe de travail. Sur les leviers agronomiques et l'étude d'impact des leviers agronomiques, les agriculteurs ont estimé qu'ils étaient arrivés un peu au bout. Donc ils ont changé de projet collectif, puisque maintenant on est sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, c'était un peu la suite. Par contre, on a eu 4 agriculteurs dans ce réseau qui ont souhaité, enfin, qui sont allés plus loin et qui ont donc fait partie d'un programme avec l'INRA sur l'évaluation des services rendus par les bandes fleuries dans les parcelles et en bord de champs. Donc, et mes territoires aussi étaient partenaires. En fait, ça a permis à ceux qui voulaient aller plus loin dans cette démarche-là de le faire, mais pas forcément via le groupe. Ok. Et peut-être deuxième question, puis je vais laisser quand même la parole s'il y a des compléments. Céline le présentera. Ces bandes fleuries ou ces aménagements nécessitent quand même un peu d'entretien. Euh, donc ça a des avantages, mais ça nécessite un peu de temps quand même d'entretien. Le retour global du groupe sur ces aménagements, j'imagine il a été très divers suivant les agriculteurs, mais quel retour a été fait par rapport au projet et l'engagement de mise en place d'aménagements, dont les plantes fleuries, quoi. Alors en fait, j'allais dire, il y a un biais parce que quand tu es dans un groupe défi, tu t'adresses à un public qui a aussi envie de progresser, d'aménager. Là, ne serait-ce qu'avec le système que j'ai présenté, l'agriculteur que j'ai présenté, les bandes fleuries qu'il a mis en place au départ et ce qu'il peut mettre en place et entretenir aujourd'hui sont pas les mêmes. Il y a une évolution, une recherche d'évolution, et il y a aussi ça qui les intéresse, c'est-à-dire que le fait d'évaluer les impacts et de progresser, même sur cette partie bande fleurie, euh, pour eux, c'est intéressant. Sur un agriculteur lambda, enfin lambda, en effet, le fait que ce- au départ, on n'est pas, j'allais dire, c'est pas parfait. Il faut trouver le bon mélange, celui adapté pour chez soi, pour l'entretien qu'on veut avoir, pour le coût qu'on veut y mettre, le temps qu'on veut y passer. Ça peut être un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, la plus-value qu'ils en tirent, c'est-à-dire le gain qui est fait avec ces bandes fleuries. Je le disais, que ce soit sur l'aménagement du paysage, que ce soit pour communiquer, que ce soit en termes d'effets sur leur système, s'ils l'ont mis en place et gardé, c'est qu'on est quand même sur une plus-value assez importante et qu'ils y sont sensibles. Quand je dis que sur la reconnaissance des auxiliaires, on a déjà fait un bon pas une fois qu'on sait les reconnaître, c'est qu'une fois qu'on sait les reconnaître, on veille à les préserver. Donc ça a eu quand même un impact assez fort, même pour ceux qui n'ont pas mis d'aménagement, sur la préservation. Et puis ceux qui n'ont pas mis d'aménagement, en tout cas, enfin pour la plupart, c'est qu'ils avaient aussi beaucoup, comment dire, d'aménagement naturel, entre guillemets, c'est que ils sont déjà sur des petites parcelles, bordure de bois, comme je le disais, et donc c'est plus compliqué. Je sais pas s'il y a
questions complémentaires? Moi, j'en aurais peut-être une dernière. Justement, tu disais, voilà, ça permet le dialogue aussi. Alors, j'imagine avec les citoyens autour des bandes fleuries. Mais est-ce que justement le travail, parce que c'est très visible, visuel, est-ce que le travail engagé par les agriculteurs du groupe ont fait des émules ou en tout cas vous avez pu voir ou avoir un retour de leur part de voisins ou autres qui seraient partis sur la mise en place d'aménagements, parce qu'on sait aussi que l'effet il est lié à voilà, des corridors, des continuités de biodiversité, des couloirs. Est-ce que ça, enfin c'est peut-être difficile à évaluer, mais est-ce que ça, vous avez eu des retours ou pas? Alors en effet, c'est difficile à évaluer. On l'a pas mal présenté. Enfin, les aménagements ont été quand même assez visités, montrés. En tout cas, ils ont suscité, alors j'ai pas du débat, mais de la discussion et des questions et de l'intéressement de la part des agriculteurs. Notamment chez nous, on travaille beaucoup avec les groupes de développement. Il y a eu des aménagements de mis en place. Je pourrais pas l'attribuer entièrement à ces aménagements-là, puisqu'il y a aussi des choses qui sont faites en dehors du réseau des filles sur les bandes fleuries et la biodiversité, donc on n'est pas les seuls. Mais en effet, c'est rarement, comment dire, quand on présente ce genre d'aménagement, de mise en place, ça suscite des questions et souvent beaucoup d'intérêt de la part des agriculteurs. Alors de là à la mise en place, c'est un pas plus lointain, mais c'est une discussion qui est toujours très positive. Quel que soit l'agriculteur avec lequel vous discutez, quand vous êtes sur ces aménagements-là, c'est rarement remis en cause. Et donc, ça ouvre quand même pas mal le débat sur cette gestion de la biodiversité. Et pour moi, déjà, c'est un premier pas. Okay. Merci Aude. Peut-être s'il n'y a plus de questions sur le groupe et la démarche, je vous propose qu'on passe à la présentation plus globale des bandes fleuries et également des actions en lien qui ont été menées en région sur l'évaluation notamment de l'impact sur la biodiversité et les auxiliaires. Oui. Du coup, alors c'est moi qui prends la parole. Je partage mon écran. Hop. Ça va, vous voyez? C'est bon. Donc voilà, je pense que tout le monde me connaît. Je suis Céline Servec, chargée de mission sur la biodiversité à la Chambre régionale d'agriculture. Et donc, oui, je vais vous présenter des acquis de connaissances plutôt à partir de la biblio, ce qu'on sait en gros des intérêts des bandes fleuries et de comment les mettre en place. Et puis après, c'est plutôt Chloé qui prendra la main pour vous présenter des travaux menés en région. Chloé de mes territoires. Donc, bon, ça a déjà été un petit peu dit, mais les bandes fleuries, ça a des intérêts pour la biodiversité, que ce soit la faune, la flore, aussi bien au niveau des oiseaux, des insectes. Ça constitue des corridors, des abris, des lieux de nidification. Ça a aussi un intérêt paysager. Et puis, en fonction de leur localisation, ça peut aussi préserver la qualité de l'eau, limiter l'érosion. Donc, ça a de multiples intérêts. Au niveau des insectes, les bandes fleuries apportent des ressources et donc favorisent notamment les auxiliaires des cultures et les pollinisateurs, puisqu'elles apportent du nectar, du pollen. Elles apportent aussi des hôtes alternatifs, comme là par exemple on voit sur une photo de bleuet, le bleuet attire des pucerons spécifiques qui ne vont pas sur la culture, mais du coup qui peuvent servir de garde-manger pour des auxiliaires. Les pucerons peuvent aussi sécréter du miella et ça aussi ça fait partie de l'alimentation des auxiliaires. Et puis, alors si c'est des bandes pluriannuelles, ça constitue aussi des abris et des sites d'hivernage, du coup, pour ces insectes utiles. Le rôle des bandes fleuries, ça dépend aussi de leur composition et de leur mode d'entretien. Alors, il y a des bandes fleuries annuelles, des bandes fleuries pluriannuelles, et puis la composition, elle va dépendre aussi des objectifs qu'on leur donne. Si on veut plutôt une bande qui favorise les abeilles, donc des bandes plutôt mellifères, ou les pollinisateurs sauvages au sens large, ou des bandes pour favoriser les auxiliaires des cultures ou pour la faune sauvage, les compositions pourront être réfléchies différemment.
Par exemple, si le but c'est de produire du miel et d'alimenter les abeilles, on va plutôt choisir des fleurs accessibles aux abeilles et produisant du nectar en quantité, mais également du pollen parce que les abeilles en ont besoin aussi, et puis des relais de floraison en période creuse, notamment à l'automne, quand il n'y a plus de culture qui peut les alimenter. Et là, par exemple, dans les espèces attractives pour les abeilles domestiques, il y a la bourrache, le trèfle violet, la facélie, le mélilot, le sainfoin, le sarrasin, la luzerne. Si on veut favoriser les auxiliaires des cultures, là, ce qui sera important, c'est d'avoir des floraisons étalées dans le temps, et notamment tôt en saison, dès le mois de mars, pour que les auxiliaires puissent émerger et puis avoir des ressources pour satisfaire leurs besoins. Et puis ce qui est important, c'est d'avoir des fleurs qui leur sont accessibles, et notamment des corolles peu profondes, notamment pour les guêpes parasitoïdes et les cirphes. Et notamment alors les apiacées, les anciennes ombellifères, leur sont souvent favorables, par exemple le cerfeuil sauvage, le fenouil. Les astéracées aussi ont souvent des corolles assez ouvertes et accessibles pour eux. L'achillée millefeuille, la marguerite, la pâquerette par exemple. Les brassicacées également, comme la barbarée qui en plus fleurit tôt. Et puis des plantes d'autres familles aussi peuvent être intéressantes pour les auxiliaires. Pour donner quelques exemples, le sarrasin, le plantain, le trèfle blanc, le compagnon blanc, le millepertuis, le glécoma, c'est le lierre terrestre. Et puis alors après, dans les différents types de bandes fleuries, il y a aussi à raisonner la manière dont on les déclare à la PAC. Ça peut être déclaré en IAE jachère mellifère, en IAE jachère. Dans les deux cas, il faut se référer aux listes d'espèces nationales autorisées. Ça peut être aussi déclaré en IAE bordure de champ. Et puis, en fonction du mode de déclaration, il y aura des dates de présence obligatoires, des modes d'entretien aussi qui seront possibles ou non. Par exemple, l'exportation de la fauche ne sera pas possible en jachère, du moins quand il n'y a pas de dérogation. Ça, c'était pour illustrer les différents types de fleurs. Donc, vous avez là, par exemple, un bourdon qui peut aller chercher profondément le nectar dans une fleur de trèfle violet, du coup, des corolles profondes, quoi. Le cirfe qui est sur une apiacée, alors certainement une marguerite, avec ses pièces buccales plus courtes, qui peut du coup accéder à la fleur, à ce type de fleur. Un hyménoptère parasitoïde sur une fleur d'apiacée, là aussi, comme on dit, insecte à langue courte. Alors, comment raisonner la composition après des bandes fleuries? Alors, les couverts pluriannuels ou pérennes, ils vont avoir un intérêt en termes de stabilité et de sites d'hivernage. Et puis, de manière générale, avec l'âge des bandes, la diversité et l'abondance d'insectes augmentent. Après, les couverts annuels, ils sont intéressants quand même parce que l'avantage, c'est déjà que ça sera plus souple au niveau de l'organisation du parcellaire. On pourra les déplacer. Et puis, ça permet aussi d'adapter à la culture voisine pour attirer les auxiliaires qu'on veut favoriser en fonction des ravageurs qu'on veut réguler. Dans des bandes pluriannuelles, on va mixer des espèces annuelles et vivaces. Les annuelles s'implantant souvent plus rapidement et étant en plus moins chères souvent. Et puis les vivaces prenant le relais les années suivantes. Alors c'est important, c'est d'avoir une diversité d'espèces avec différentes formes de fleurs, de couleurs de fleurs, de périodes de floraison, pour attirer une diversité d'insectes auxiliaires qui vont réguler une diversité de ravageurs à l'échelle de la rotation. Et là, vous avez un petit schéma sur le côté qui montre que, en plus, vaut mieux partir d'une grande diversité d'espèces. Là, par exemple, 29 espèces, parce qu'au fil du temps, ça va forcément, il y a certaines espèces qui ne vont pas se maintenir. Et pour garder, du coup, une bande fonctionnelle avec quand même une diversité d'espèces au fil du temps, vaut mieux implanter un grand nombre d'espèces au départ. C'est intéressant de mettre de la flore sauvage. Bon, l'achillée, le bleuet, pâquerette, pissenlit par exemple, mais souvent elle est plus chère que les espèces cultivées, qui peuvent aussi être intéressantes. Et donc souvent on mélange les deux, des sauvages et puis des cultivés. Par exemple, dans les cultivés, la févrole, la veste commune, elles vont faire des nectars extrafloraux. Donc avant même leur floraison, elles vont produire du nectar. Donc ça, c'est intéressant. Le sarrasin, c'est aussi une plante qui attire pas mal d'auxiliaires. Donc voilà. Alors, attention aux hybridations possibles avec les cultures potagères porte-graines. En région centre, on a pas mal de production de semences de carottes, de coriandre, de chicorée. Et le risque, c'est si on met de la carotte sauvage dans des bandes, que ça s'hybride avec la carotte et là que ça dégrade complètement la production de semences de carottes.
Donc surtout à proscrire à proximité de ces porte-graines. Éviter la flore horticole, parce qu'elle est moins adaptée aux conditions de vie de la faune et des insectes locaux. Et puis en plus, ça peut s'hybrider, par exemple un bleuet à double corolle qui va après s'hybrider avec des bleuets sauvages. Il sera peut-être très joli, mais en termes de fourniture de ressources pour les insectes, il sera carrément moins bon et ça va appauvrir le patrimoine génétique de la flore locale. Alors, si possible, de la flore labellisée végétale locale, c'est-à-dire à la fois des espèces autochtones et qui en même temps sont produites localement. Le souci étant, la limite, c'est le coût, qui est souvent un tarif très élevé. Donc, on fait comme on peut. Ça, c'était pour illustrer. Donc, voilà quelques photos. La centaurée qui produit du nectar extrafloral également. La luzerne attire les papillons, mais aussi les proies de substitution. La barbarée qui fleurit tôt, permet d'attirer aussi les auxiliaires tôt en saison. Des exemples d'espèces qui sont souvent semées dans des bandes fleuries. Alors des espèces pérennes, la chilée, le sainfoin, le trèfle de Perse, la mauve sylvestre, la grande marguerite, le lotier corniculé. Des espèces annuelles, le souci officinal, le bleuet, le coquelicot, la facélie, la bourrache, le sarrasin. Alors, j'ai essayé de résumer en une diapo, mais en fait, vous retrouverez dans le diaporama des diapos qui sont masqués pour montrer un peu les études qui ont été faites sur les effets de la régulation des bandes fleuries sur la régulation biologique des ravageurs. Alors, essayons de résumer. Bon, c'est clair que on a plus d'auxiliaires à proximité des bandes fleuries. Ça, c'est il y a l'unanimité pour dire que voilà, ça va produire des fleurs qui vont attirer les insectes auxiliaires. Après, est-ce qu'on a plus de régulation biologique à proximité des bandes fleuries? Là, on a des études plus ou moins concluantes, avec quand même une tendance un peu positive. Alors, je vous ai cité cet exemple parce que c'est quelque chose quand même de significatif, puisque c'est une méta-analyse à partir de 35 études dans différents pays, qui a été fait par une équipe suisse. Vous avez le lien après vers l'article. Et en fait, ça montre que la régulation biologique, elle a augmenté de 16% en moyenne sur les cultures adjacentes aux bandes fleuries et que cette régulation, elle est meilleure dans les 40 premiers mètres de la parcelle. Donc la régulation a augmenté un petit peu et puis surtout dans les 40 premiers mètres de la parcelle. Donc une tendance positive, même si on se rend compte que bien sûr, c'est pas une bande fleurie qui va permettre de réguler les ravageurs, mais que ça peut contribuer à apporter un plus, mais donc à combiner avec d'autres pratiques à l'échelle du système de production, que ce soit la rotation, les méthodes alternatives, les dates de semis, etc., qui sont à raisonner dans leur ensemble. Alors, par rapport à l'implantation et l'entretien des bandes fleuries, donc on peut soit semer à l'automne, vers septembre-octobre, ou au printemps, vers le mois d'avril. À faire attention aussi en fonction de la manière dont on déclare. Ce qui est important, c'est de bien préparer le terrain en répétant plusieurs faux semis pour épuiser le stock de graines d'adventice. Soigner son lit de semences comme pour une culture à petites graines. C'est souvent des petites graines qu'on sème là, dans nos mélanges très diversifiés. Et puis, alors on peut semer au semoir à céréales ou à la volée. Et éventuellement, on peut mélanger les semences avec du sable, de la semoule ou de la cosse de sarrasin pour faire plus de volume dans le semoir. Un roulage, ça c'est important. Puis après, en termes d'entretien, ce qui se fait communément, c'est un broyage annuel, alors qu'il peut se faire d'octobre à mars. Si on le fait plutôt en entrée d'hiver, ça permet de favoriser les floraisons précoces au printemps. La végétation va se refaire un peu plus vite, va se relancer plus vite. Ça peut limiter les campagnols aussi parce que on leur supprime leur abri pendant l'hiver. Et donc les rapaces peuvent mieux les réguler. Ça peut être aussi un entretien en sortie d'hiver, ce qui permet de maintenir un couvert pour la faune en hiver. Alors, privilégier si possible la fauche et encore mieux avec exportation, mais à voir en fonction des possibilités réglementaires et puis du matériel surtout disponible. Avec exportation, ça permet en fait d'éviter l'enrichissement en azote et donc de ne pas sélectionner plus la flore graminée. Et sinon, donc un broyage, ça convient aussi, si possible plutôt à une hauteur au moins de 10 cm. Et puis en première année, en cas de forte pression adventice, notamment tout ce qui est raies gras, ça peut être très utile de faucher ou de broyer avant la montée à graines des adventices pour permettre en fait
souvent, c'est un peu le problème en première année, ce développement de raies ou autres graminées. Et ça permet en fait de stopper cette montée-là et puis cette montée à graines et de permettre que le couvert reprenne le dessus par la suite. Et souvent, ça va mieux les années suivantes. Alors, quelques photos juste pour illustrer. Donc, un broyage hivernal, c'est juste pour dire que voilà, quand on broie de manière un peu précoce, enfin avant l'hiver, ça va relancer un peu plus vite la végétation et donc on va déjà commencer à avoir des petites pâquerettes au mois d'avril. Ça va se développer un peu en avril et puis la bande sera déjà, elle sera à son plein potentiel fin mai. Elle sera déjà bien avancée. Alors que si on broie plus tardivement au mois de mars, la végétation mettra un petit peu plus de temps à refleurir au printemps. Et bon, elle sera aussi très belle, la bande fin mai, mais elle sera du coup moins avancée que dans le premier cas. Ça, c'est des liens vers des outils, références. Donc le premier, c'est une plaquette qui a été faite dans le cadre du RMT Bioreg et puis du PRDA au niveau régional sur préconisation d'implantation d'entretien de bandes fleuries. Deuxième, ça concerne plutôt les bandes fleuries en verger. Et troisième, l'outil Auxilherbe qui permet, donc c'est un outil chambre au niveau national, notamment de savoir quelles plantes attirent quels auxiliaires. Voilà, c'est des outils parmi d'autres. Et je laisse la parole à Chloé pour nous présenter les expérimentations menées en région. Merci Céline. Je te laisse passer les diapos, Céline. Oui. Du coup, quelques exemples pour illustrer un petit peu ce qu'a développé Céline sur des enseignements un peu généraux, on va dire, avec des cas particuliers développés en région. Alors, on parlait notamment tout à l'heure des risques d'hybridation dans des zones de production de semences. Il y a aussi une autre question une autre problématique en plaine quand on est en multiplication de semences, c'est que en général, le multiplicateur loue des ruches à des apiculteurs pour assurer le service de pollinisation et de production de graines sur ces cultures porte-graines. Et parfois, la culture porte-graines n'est pas forcément très appétante pour l'abeille domestique. C'est ce qui s'est passé avant 2016, donc avant le projet qui a été porté par la région au niveau du Cap Filière Semences et Plants. C'est qu'il y a eu une année plutôt peu propice à l'abeille avec des saisons, une saison plutôt pluvieuse, donc qui permet pas la sortie beaucoup des insectes de la ruche. Et dans le même temps, il y a eu pas mal de couverts, notamment des jachères environnement faune sauvage fournis par les chasseurs. Et donc, il y a eu présomption de fuite des pollinisateurs des porte-graines vers ces couverts. Ce qui a donné naissance à ce projet, l'idée étant de proposer un couvert jachère fleurie favorable aux insectes pollinisateurs, pas trop attractif pour l'abeille domestique, et qui soit également favorable à la faune sauvage. Donc on a développé ça de 2016 à 2022. Alors on a développé ça d'abord sur des petites placettes avec différents couverts jusqu'à aboutir au mélange polyphoniflore qui maintenant est déployé en région, mais aussi qui s'exporte dans d'autres régions de la métropole. Donc j'ai mis tout un tas de ressources et de liens cliquables, mais grosso modo l'objectif du projet c'était d'aboutir à un couvert qui propose des périodes de floraison étalées en amont et en aval des 3 semaines de floraison de la carotte, on va dire, qui soit attractif pour les pollinisateurs, mais surtout les pollinisateurs sauvages, qui ne détournent pas les abeilles de la ruche. Et c'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs des suivis de pollen pour bien vérifier que les pollens de carottes étaient ramenés à la ruche et qui offrent abri et nourriture grainière ou d'orthoptère, par exemple, pour la faune sauvage. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie d'exploser le chrono, mais vous avez tout un tas de ressources pour aller creuser ça. Il y a eu un deuxième projet qui a été porté, celui-ci dans le cadre du Cap Filière Grande Culture, parmi des agriculteurs d'ailleurs du groupe Défi dont Aude parlait tout à l'heure. Donc c'est un projet qui était porté par INRAE, c'était le projet Scarabée qui en fait évaluait l'impact d'une bande fleurie
insérés sur la biodiversité, insérés dans différents systèmes de culture. L'idée, c'était de suivre un réseau de 30 parcelles équipées ou non d'une bande fleurie à proximité. Et ce projet-là, en fait, on a fait le lien avec le Cap Filière de Grandes Semences, ce qui fait qu'on a aussi développé des bandes un peu plus adaptées pour le sud de la région, notamment avec le Cher et l'Indre-et-Loire. Et l'idée, c'était d'évaluer l'impact de la bande fleurie sur les services rendus par la biodiversité. Alors, au niveau des instituts de recherche et du groupe de partenaires du projet Scarabée, il y a eu bien sûr des suivis d'auxiliaires et de ravageurs, mais aussi des suivis de la faune du sol, des micro-organismes pour évaluer l'impact sur la décomposition de la matière organique ou même des oiseaux et des chiroptères. Au niveau des chambres d'agriculture et d'hommes et territoires, dans le cadre de ce projet et dans le cadre du Cap Filière, l'idée c'était de déployer ces bandes fleuries et d'aller vulgariser les enseignements de ce projet de recherche pour appuyer au déploiement de ces couverts. Donc là, on est sur un couvert très, très diversifié. Hein. Je fais référence au graphique que montrait tout à l'heure Céline par rapport à la fonctionnalité des bandes. Plus les espèces sont nombreuses et plus la bande a une fonctionnalité et une longévité dans le temps. Là, on est sur 46 espèces parce qu'en fait, on ne cherchait pas un service particulier. Par exemple, on ne cherchait pas à attirer des auxiliaires des ravageurs du colza spécifiquement. C'était vraiment d'avoir une bande qui soit quasiment pérenne et qui puisse porter des services, notamment de régulation biologique, pour tout un tas de cultures insérées dans la rotation. Donc, autant des ravageurs de céréales, de colza ou de légumineuses. Et il y a eu des suivis, du coup, dans le cadre du projet Cap Filière, des suivis botaniques pour évaluer la bonne implantation de la bande et puis le salissement aussi de la bande ou de la parcelle à proximité de la bande, des suivis de floraison pour vraiment constater en fait si on a bien une floraison sur l'ensemble de la période de vol des insectes pollinisateurs et auxiliaires, et puis des suivis de taux de parasitisme larvaire sur principalement les ravageurs du colza et des févroles, et des piégeages des insectes volants dans des tentes malaises. Donc là, vous le voyez sur la photo de droite, c'est une tente, enfin c'est un piège qui capture les insectes, et sur la période où on veut piéger, on met à la sortie de la tente un flacon de récolte dans l'alcool. Donc ensuite, on a eu un partenariat avec le laboratoire d'écoentomologie d'Orléans pour identifier ces échantillons. Donc rapidement, pour illustrer ce qu'évoquait Céline sur la composition des bandes, on voit en fait qu'en première année, on a principalement des espèces annuelles qui assurent donc là c'est la quantité de fleurs, qui assurent la floraison, et ensuite on a un relais qui est pris dès la deuxième année. Alors la deuxième année c'était 2020, donc on avait prévu de faire un suivi plutôt fin mars, début avril, mais pour rappel, on était punis, on n'avait pas le droit de sortir, donc on n'a pas fait ce suivi-là. Mais il faut imaginer bien sûr qu'on a des floraisons bien plus précoces que la première barre du graphique que vous voyez fin mai, avec notamment des floraisons en mars et avril, des pâquerettes ou des lierres terrestres. Alors ça fait pas des grosses fleurs, ça fait pas des énormes quantités de fleurs, mais l'air de rien, c'est des floraisons à enjeu fort quand on a le réveil des insectes et des auxiliaires qui attendent le carburant pour pouvoir voler. Au regard de ça, je veux bien que tu avances, Céline. Oui, donc là, c'est d'un point de vue visuel, en gros, mois par mois, les espèces qui assurent la couverture, on va dire, principale en termes de floraison. Donc on a en mai-juin le relais entre Marguerite Antémis. Ensuite, on a, j'arrive même plus à voir ce que c'est, Echium vulgare, je sais, je l'ai plus en français, pardon. Et puis après, plutôt des ombellifères, et en fin de saison, le millepertuis. Merci Céline.
Sur les bandes d'Eure-et-Loir, on a fait des suivis de fréquentation découverts par les pollinisateurs. Donc en fait, on comptait à vue les pollinisateurs qui étaient dans une action de butinage, donc qui étaient posés sur les fleurs, ce qui nous a permis, je ne le présenterai pas là, mais d'avoir un réseau d'interaction, c'est-à-dire de savoir par grand groupe de pollinisateurs quelles espèces de fleurs sont visitées. Et donc, on voit bien en termes d'abondance et de diversité qu'en deuxième année, on a plus de diversité de fleurs et donc plus d'insectes pollinisateurs et de diversité au sein des groupes qu'on a suivis. Et puis, on a les résultats des tentes malaises. Donc, ouais. Donc là, même si on était punis, on était quand même sortis en avril pour brancher les pots. Malheureusement, on a un biais en deuxième année, on n'avait pas installé que la moitié des tentes malaises. Donc, il faut imaginer que cette colonne qu'on voit sur les effectifs des arthropodes piégés, en fait, elle est très largement sous-estimée. Et ce qu'on identifie surtout, alors en première année, on a très peu de floraison. La bande, elle est plantée à l'automne. Donc, avril, il y a quelques floraisons, mais forcément, on n'a pas une fréquentation très tôt en saison. Par contre, ce qu'on voit bien en année 2, c'est qu'en avril, ce qui fréquente la bande, c'est les parasitoïdes. Donc, c'est les ravageurs les auxiliaires des ravageurs, notamment du colza. Et donc, l'adulte a besoin de fleurs pour assurer sa survie. D'où l'importance d'avoir des bandes fleuries à proximité des cultures. J'essaye de passer vite. De toute façon, vous aurez tous les liens pour les ressources pour un peu plus de détails. Et grâce à l'identification des espèces, des taxons, et notamment pour certains taxons jusqu'à l'espèce, on pouvait savoir en fait le régime alimentaire des arthropodes piégés dans les bandes fleuries, dans les tentes malaises. Donc là, j'ai mis juste l'exemple pour les coccinelles et les larves piégées ainsi que les sphécides. Et ce qu'on observe, c'est que principalement, ce sont des espèces qui ont un régime alimentaire lié à de la prédation de ravageurs des cultures. Donc voilà, ça montre que on a quand même, grâce à ces bandes fleuries, des auxiliaires qui vont jouer un rôle forcément dans la régulation des ravageurs des cultures. Il y a des beaux œufs de coccinelle sur la fleur d'Anthémis. J'ai mis pas mal de ressources, notamment la thèse de Lola Serré qui a travaillé sur ce projet Scarabée pendant 3 ans et qui vraiment a cherché à analyser, à comprendre les mécanismes et l'effet des bandes fleuries insérées dans ces différents systèmes de culture. Là, on voit Lucille qui fait une visite d'essai. On avait récupéré un échantillon dans une tente malaise. Voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu. Je ne veux pas forcément monopoliser trop le temps, mais vous aurez plein de ressources à cliquer après. Merci Chloé. Et puis après, donc il nous restait juste trois diapos pour faire une ouverture pour dire que il y a de nouveaux travaux du coup qui débutent dans le cadre du PRDAR et du Cap Filière Grande Culture. Donc au niveau chambre d'agriculture, on a semé 4 nouveaux mélanges. Enfin, on a semé une partie à l'automne dernier et une partie qui va être semée au printemps cette année. Pour étudier les floraisons, le développement par espèce, la composition, l'entretien des bandes, donc sans forcément faire de suivi d'insectes, mais plus pour voir le développement des bandes, leur floraison et puis quelles sont les espèces les plus intéressantes. Et puis, dans le cadre du Cap Filière Grande Culture, du coup, on travaille avec d'autres partenaires, Hommes et Territoires, Biocentre, le Labo d'éco-entomologie, et il va y avoir donc des bandes qui vont être semées également cette année, le long de parcelles de lentilles pour étudier les effets des bandes fleuries sur les bruches, parasitisme des bruches, bruches de la lentille. Et puis, on a une réunion de concertation déjà sur les protocoles là, avec les partenaires de cette action le 29 avril. Donc voilà. Et alors, ce qui a été semé au niveau chambre, là, comme je vous disais, plutôt sur le côté développement, floraison, mode de gestion qui va être étudié. Les 4 mélanges, on les a baptisés comme ça. C'est des mélanges en fait qu'on a conçus sur demande auprès de semenciers. Et donc on a travaillé avec Phytosem et Novaflore. Vous voyez là les densités qui sont recommandées, densités de semis. Vous voyez là les coûts.
sachant que en effet, c'est des coûts élevés par hectare, hein, c'est un peu la remarque qu'on a, oui, mais c'est cher pour développer tout ça. Après, il faut voir que ce sont des mélanges pluriannuels. Et puis, dès lors qu'on veut mettre un peu de flore sauvage et des mélanges diversifiés, le coût augmente assez rapidement. Et puis voilà, d'autres mélanges pourront être testés aussi. Donc là, en gros, c'est chez des agriculteurs, des bandes fleuries le long de parcelles cultivées. On met les 4 mélanges pour faire nos suivis le long. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Céline, juste pour illustrer ce que tu viens de dire. Par exemple, le Ouais. mélange polyphoniflore, on est sur un coût environ de 200 € hectare, enfin, et un couvert qui a une longévité de 3 ans, voire 4. Le mélange à 46 espèces testées dans le projet Cap Filière Grande Culture avec le partenariat avec le projet Scarabée, on est sur un mélange qui est à 1 000 € hectare, mais qui est encore en place aujourd'hui, sachant qu'il a été semé à l'automne 2018 et qu'il a encore certainement de belles années devant lui. Donc voilà, c'est aussi Donc, à voilà. mettre en balance par rapport à ce qu'on veut faire. Effectivement, si on cherche une bande annuelle ou sur quelques années, il faut bien sûr raisonner le prix aussi par rapport à l'amortissement, entre guillemets, sur la durée de vie de la bande, quoi. Mm. Puis là, on est dans un cadre expérimental. On veut essayer de voir aussi différentes. Alors, je vous ai mis la liste, mais je ne vais pas tout détailler. Différentes espèces et puis voir ce qui réussit le mieux. Donc, tester des choses. Donc, mais là, je vous ai mis les compositions des 4 mélanges là qu'on a commencé à tester. Il y en a un qui est grandement inspiré de la composition qu'on avait déjà testée dans le précédent Cap Filière Grande Culture, avec quelques petites adaptations qui ont été faites aussi en fonction de ce que les semenciers avaient. Il y en a 2 qui sont donc les espèces font partie de la liste nationale des espèces autorisées pour les jachères mellifères là dans la BCAE 8. Donc il y en a un aussi alors qui est utilisable en bio, c'est-à-dire qu'on a demandé aux semenciers du coup que pour que ce soit utilisable en bio, il faut qu'il y ait 70% des semences qui soient issues de multiplication bio quoi. Donc voilà, on a des mélanges à 25 espèces, 14 espèces, 21 espèces, et puis il y en a un auxiliaire test où on a ajouté dedans quelques espèces un peu plus qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'avait pas encore testé, comme la lys maritime, qui fleurit notamment à partir d'octobre et puis qui est normalement assez attractive pour les insectes. On a essayé de mettre un peu plus d'apiacées, alors en faisant attention, en se concertant avec le CMAE et puis la FNAMS pour que ce soit des ombellifères qui ne perturbent pas, enfin qui ne soient pas multipliés en production de semences, qui ne viennent pas se croiser, comme je parlais tout à l'heure de la carotte sauvage, et puis comme Chloé a réinsisté enfin, je parlais de la carotte, Chloé a réinsisté là-dessus. Donc ces espèces-là, on a vu avec le CMAE et la FNAMS, et elles sont, voilà, elles ne devraient pas perturber, on n'a pas de production qui seront perturbées avec celles-là en région. Et sinon, c'est sûr que c'est pas évident. D'ailleurs, dans la liste des IAE jachères mellifères, on n'a pas d'apiacées, on n'a pas de brassicacées non plus. Là, voilà, on a essayé d'en mettre un petit peu là. Et vous voyez qu'il y a plein de familles différentes. Et on a même mis un petit peu de graminées. Alors là, c'est d'une part pour faire baisser le prix du mélange. Là, il y en a 10% là, 5% là. Et d'autre part, pour assurer un peu une couverture du sol, on va dire. Mais c'est pas forcément elles qui vont attirer les auxiliaires, évidemment. Bon, je ne vais pas décrire plus la liste parce que je pourrais passer des heures, donc c'est plutôt si vous avez des questions ou des remarques sur le peu de temps qui nous reste. Ok. Merci beaucoup Chloé et Céline. Est-ce que vous avez quelques questions? Je pense qu'on a le temps d'en prendre une ou deux. Et sinon, de toute façon, vous avez les contacts sur les présentations que je mettrai à disposition. Et j'avais peut-être juste une question, après c'est sans doute très difficile d'y répondre, mais par rapport aux quelques éléments de relevé ont été présentés par Aude chez les agriculteurs du groupe Défi et les relevés, Chloé, que tu nous as présentés dans le projet du Scarabée.
Après, faut voir si c'est sans doute pas comparable, mais j'avais l'impression que la proportion de carabes était plus importante dans le premier cas et un peu moins peut-être dans le projet Cap Filière. Est-ce que c'est juste une impression C'est un ou biais de c'est un biais? protocole, Ouais. c'est-à-dire que nous, on a piégé dans des tentes malaises, donc en fait, Ah oui, on tente voulait malaise, ok. plutôt capter les insectes qui soit traversent la bande parce qu'ils sont en vol, soit ceux qui sont dans le couvert, quoi. Après, s'il y a eu quelques carapes piégés, c'est parce qu'ils ont dû grimper, quoi, Mm, mm. dans la Oui, tente. oui. Mais globalement, quand on cherche plutôt à piéger des arthropodes marcheurs, on est sur un piège pot barbeur, comme Peau l'a barbare, ouais, présenté ok. Aude, où on piège parce que l'individu tombe dans le pot, quoi. Ouais. Ok, ok. On aurait pu aussi aller regarder, mettre des pots barbeurs. D'ailleurs, il me semble que l'INRAE l'a fait dans des dispositifs. Parmi les protocoles de suivi, il y a eu des piégeages d'arthropodes rampants. Ouais, ok. Ok. Donc c'est vrai que là, ça permet d'avoir une vision plus globale Mm. de l'ensemble des auxiliaires qui Mais peuvent ce qui être a été piégés. montré aussi, c'est que, alors, c'était bien l'enjeu du projet Scarabée, c'était vraiment de voir l'impact de la bande fleurie inséré dans différents systèmes de culture. C'est-à-dire que la bande fleurie va pas avoir le même impact sur différents taxons si on est en agriculture de conservation des sols, en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, par exemple. Et alors, il y a tout un tas, par exemple, là, je les ai sous les yeux, les quelques résultats de Lola, mais à titre d'exemple, par exemple, sur l'effet conjoint des bandes fleuries et du système de culture sur les oiseaux, les carabes et les araignées, on n'a pas les mêmes effets. On voit par exemple que la présence de la bande fleurie, elle va vraiment avoir un effet en agriculture de conservation, quand elle est insérée dans un système d'agriculture de conservation, plutôt que dans un système d'agriculture biologique ou d'agriculture conventionnelle et en termes d'abondance et de richesse. Et sur l'abondance des oiseaux, ça a un effet, par exemple, seulement en système de culture conventionnelle, c'est-à-dire qu'en système biologique ou de conservation, en tout cas dans les 30 parcelles qui sont suivies, il n'y a pas d'impact de la bande par rapport aux parcelles témoins suivies. Donc, est-ce que c'est lié à la bande? Est-ce que c'est lié aussi à l'environnement global et paysager? Mais voilà, c'est des exemples un peu comme ça. Pour les araignées, il y a un effet positif de la bande seulement en système bio sur l'abondance des araignées. Enfin, c'est tout un tas d'exemples, mais c'est pour montrer qu'en fait, finalement, le couvert et la bande fleurie, c'est aussi un levier parmi tant d'autres d'un point de vue agronomique, mais aussi d'un point de vue maintien, préservation de la biodiversité. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant qu'on clôture? Bien, en tout cas, merci Aude, Céline et Chloé pour la présentation des éléments, des résultats autour de la thématique des bandes fleuries. Donc le webinaire a été enregistré, il sera mis à disposition et diffusé largement, et ainsi que les présentations. Et en tout cas, donc merci encore. Et puis bah Merci. à bientôt. Au Bon revoir. après-midi. À bientôt, bon après-midi. Au revoir.